Mon baccalauréat en poche, j'embrassais la carrière d'instituteur remplaçant, comme j'ai eu l'occasion de le raconter dans mon premier livre Le Certif. Lors de ma nomination à l'école du GIC, il fut nécessaire de me motoriser. Je continuais à loger aux Rivières chez mes parents. La petite Dauphine noire achetée d'occasion me permit d'être indépendant. Mon père me demanda de toujours faire le plein à la même station-service et de ne payer qu'en fin de mois. « Tu comprends, me dit-il, je ne souhaite pas avoir plus tard de soucis avec le conseil d'administration. Comme tu le sais, j'utilise l'essence de la laiterie pour remplir le réservoir de ma traction. C'est normal, c'est prévu dans ma rémunération comme avantage en nature. Je ne voudrais pas qu'un jour on puisse me soupçonner de faire également le plein de ta Dauphine. Le mieux est que tu fasses l'achat de ton carburant à Beauvais, au garage Viau, puisque c'est la station-service la plus proche et la plus pratique. Si tu le veux bien, j'expliquerai à monsieur Viau les raisons de ce choix. » Je n'avais pas de raison de ne pas accepter cet arrangement. Je savais que ce genre de soupçon pouvait parfaitement se produire, et la décision de mon père me paraissait être une sage précaution. Je savais par expérience combien il est pénible de subir de tels soupçons. Je n'avais pas oublié l'épisode des accusations dont j'avais été victime à mon retour de vacances à Nantes, chez mon oncle André Taureau. Finalement, l'argent volé l'avait été par un nouvel employé de la laiterie, et il avait fallu le piéger pour s'apercevoir qu'il était l'auteur du larcin, et que je n'étais pas le fautif injustement soupçonné. J'allais donc, plusieurs fois par mois, remplir le réservoir de mon véhicule à la pompe à essence située en bordure de la route de Massac, à l'entrée du bourg de Beauvais-sur-Matha. Plusieurs fois, durant cette période, il m'arriva des épisodes troublants. Un jour de foire à Matha, laquelle se tenait et se tient toujours un vendredi, ma mère parcourait la route d'Angoulême. Elle avait dû demander à mon père de l'accompagner pour y faire quelques emplettes. Un moment, elle crut m'apercevoir au volant d'un véhicule. Elle me fit un grand signe de la main, mais elle n'eut pas de réponse en retour, et elle en fut chagrinée. Le soir, elle m'en fit le reproche. « Tu es bien fier, mon fils, me dit-elle. Je t'ai fait signe de la main cet après-midi à Matha, mais tu n'as pas daigné me répondre. » Je fus très surpris. Je n'étais pas allé à Matha. Comment aurais-je pu la voir et répondre à son signe amical? Un autre jour, c'est ma tante Gisèle qui crut m'apercevoir un dimanche après-midi, alors que j'allais au cinéma. Le cinéma était situé juste en face de la place Bel-Air, où se trouvaient l'appartement et le magasin de ma tante, comme j'ai eu l'occasion de l'indiquer dans mon premier livre Le Certif. Or ce jour-là, je n'étais pas allé au cinéma. J'y allais d'ailleurs rarement. Je passais le plus souvent mes après-midi du dimanche dans les frairies des localités voisines lorsqu'elles étaient organisées, et j'y fréquentais les bals sous les tivolis installés pour la circonstance. Comment ma tante avait-elle pu m'apercevoir ce dimanche dans les rues de Matha? Un soir, je m'étais arrêté au garage Viau à Beauvais-sur-Matha pour faire le plein au retour de ma journée de classe à l'école du GIC. Monsieur Viau, qui s'était avancé pour me servir, me dit « Bonjour, connaissez-vous votre sosie ?» Interloqué par ces propos, je le regardai d'un air interrogatif. « Oui, continua-t-il, monsieur Binot, le chauffagiste, qui s'est récemment installé à Matha, est en train de travailler dans ma cuisine. Il vous ressemble comme deux gouttes d'eau, c'est à s'y méprendre. » C'était donc cela la raison des quiproquos qui avait amené ma mère, puis ma tante, à me confondre avec ce monsieur un peu plus âgé que moi, et qui demeurait à Matha, ce qui avait conduit mes proches à croire qu'ils m'apercevaient dans des lieux où ma présence aurait pu être plausible. Cela aurait pu porter à conséquence, mais mon départ à l'armée, puis mon séjour en Algérie, firent que cet épisode fut rapidement oublié. Cette histoire de sosie réapparut quelque 12 ans plus tard. Nous étions en 1973.
Joliane et moi habitions depuis 3 ans à Lagore. Comme je l'ai expliqué dans mon second livre, Le moulin de Popgrain, Joliane était atteinte de dépression, et cela nécessitait régulièrement un passage à la pharmacie pour lui renouveler l'ordonnance que le docteur Fuchs de l'hôpital psychiatrique de la Milletterie de Poitiers lui délivrait. Un jour que nous avions décidé de venir à Mata pour le week-end, afin de rendre visite à mes parents, je décidai de m'arrêter place Samson et d'en profiter pour me faire délivrer l'ordonnance qui venait de lui être remise à la pharmacie Granier, située à l'époque dans le local aujourd'hui occupé par une compagnie d'assurance. Je connaissais bien cette pharmacie. Ma mère y avait été préparatrice durant la Seconde Guerre mondiale, comme je l'ai raconté dans mon premier livre Le Certif. Je connaissais bien Léo, le pharmacien, ainsi que l'un des préparateurs, toujours en poste depuis cette lointaine époque. Arrivé dans Mata, je me garai place Samson, sur l'un des emplacements délimités par un marquage au sol. Je m'apprêtais à me saisir du disque de stationnement afin d'indiquer mon heure d'arrivée, lorsqu'un gendarme, en faction sur la place, vint frapper à la vitre du véhicule. J'ouvris la portière de la voiture, et avant que j'aie eu le temps d'en descendre, il m'agressa verbalement, en me reprochant de n'avoir pas mis mon disque de stationnement sur la plage avant du pare-brise comme le veut le règlement. « Mais monsieur le gendarme, lui dis-je, je viens d'arriver, je ne suis pas encore sorti de ma voiture. » Il allait s'ensuivre un échange surréaliste avec ce fonctionnaire de police. Il m'accusait d'être déjà depuis un bon moment en stationnement et de me préparer à repartir. Mes dénégations n'y changeaient rien. Je finis par lui demander de bien vouloir toucher le capot de la voiture. Sa température attestait que je venais bien d'arriver, et non pas d'être stationné depuis de longues minutes, comme il le prétendait. Pendant tout le temps qu'allaient durer ces échanges, un attroupement s'était formé de l'autre côté de la petite place. Des spectateurs amusés suivaient l'altercation entre le gendarme et moi-même. Joliane, de son côté, qui était toujours assise dans la voiture, commençait à s'énerver, et je fus obligé de lui faire signe de se calmer afin de ne pas envenimer la situation. Devant l'évidence attestée par la chaleur du capot, le gendarme se calma un instant, mais les reproches reprirent lorsque je pris le disque de stationnement afin d'indiquer mon heure d'arrivée. Ce dernier prétendit que mon disque n'était pas réglementaire, car c'était un disque publicitaire fourni par une marque dont le logo apparaissait sur le dessus. « Mais monsieur le gendarme, je vous assure que les horaires indiqués par le disque sont bien conformes. » Apercevant une autre voiture stationnée près de la mienne et où un disque non publicitaire était placé en évidence près du pare-brise, je lui dis « Si vous le permettez, nous allons comparer avec le disque placé sur le véhicule d'à côté. Vous pourrez constater que les indications fournies par le cadran horaire sont identiques. » Les palabres allaient continuer encore quelques minutes. Le gendarme finit par s'éloigner et je pus enfin rejoindre l'entrée de la pharmacie après avoir réglé l'heure de mon disque de stationnement. Dès la porte de la pharmacie franchie, j'aperçus Léo le pharmacien, et après l'avoir salué, je me mis en demeure de lui raconter l'altercation qui venait de m'opposer à ce fonctionnaire de police. Léo ne s'étonna pas de l'incident. Le gendarme était connu pour d'autres faits analogues. Il avait une solide réputation d'ivrogne. Il devait sûrement être sous l'emprise de l'alcool, ce qui expliquait son comportement et l'attroupement amusé des personnes qui avaient suivi nos démêlés. Léo se mit ensuite à me tenir des propos auxquels je ne comprenais rien. Il était question de décisions prises par le conseil municipal. Je l'écoutais poliment, me demandant bien pourquoi il souhaitait m'entretenir de faits qui manifestement lui tenaient à cœur. Cela dura encore quelques minutes. Les clients continuaient à se faire servir et j'attendais mon tour. Finalement, Léo finit par s'apercevoir que ses propos m'interpellaient. Soudain, il se ressaisit et me dit «
Oh, excuse-moi, Louis-Paul, je t'ai confondu avec notre maire, monsieur Binot. C'est fou ce que vous vous ressemblez. Léo me connaissait bien pourtant. Il m'avait connu tout petit, puis il m'avait vu grandir, et il n'y avait guère que 3 ans que j'avais quitté le canton pour m'installer dans la région rochelaise. Cette histoire de sosie refaisait surface 12 années plus tard. La conversation prit une toute autre tournure. Léo me demanda des nouvelles de la famille, et je pus lui confier mes soucis avec la maladie de Juliane. 21 ans plus tard, cette histoire de sosie allait à nouveau ressurgir. Nous étions en 1994. J'étais séparé de Juliane et je venais de m'installer à Matha, chez ma mère, en compagnie de Catherine. Le dimanche qui suivit notre arrivée, je proposai à Catherine de lui faire visiter le bourg. Je lui racontai notre vie dans le faubourg de Saint-Thierry durant la Seconde Guerre mondiale, comme j'ai eu l'occasion de le faire dans les premiers chapitres de mon livre Le Certif. Je voulais lui montrer l'appartement où nous logions, près de l'église, au carrefour de la rue de Saint-Thierry et du boulevard de Saint-Thierry, qui conduit à l'ancienne gare des chemins de fer départementaux. Il y avait peu de monde dans les rues, mais nous remarquâmes que les gens qui nous croisaient se retournaient sur notre passage. Certains même chuchotaient en nous observant. « Vois-tu, dis-je à Catherine, je crois connaître la raison de leur attitude. » Et je lui expliquai cette histoire de sosie qui remontait à l'année 1959. « Je pense qu'ils me prennent pour le maire, monsieur Binot. Il doit bien se demander pourquoi ce monsieur se promène avec une jolie jeune femme qu'il tient par la taille. Ils doivent penser qu'il trompe sa femme, d'où ses regards insistants et ses chuchotements. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, il m'arriva très souvent de croiser des personnes dans la rue qui me saluaient. La plupart du temps, je ne les connaissais pas. Je ne les avais jamais croisés auparavant. Bien sûr, je répondais à leur salut, persuadé que là aussi, il s'agissait d'une méprise de leur part. J'eus l'occasion d'échanger avec M. Binot à ce sujet. Il était conscient, comme moi, que cela pouvait porter à conséquence ou provoquer des quiproquos selon les situations. Le plus drôle était lorsque nous nous trouvions ensemble dans un même lieu, comme un rassemblement organisé par la municipalité ou une association. Aujourd'hui, les mois et les années ont passé. En vieillissant, les traits qui nous faisaient nous ressembler ont passablement évolué et nous n'avons plus guère ce genre de ressemblance. L'anecdote des sosies est devenue une vieille histoire.